Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous retrouver après une interruption de presque 2 mois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter d'un sujet, mes 10 conseils pour bien choisir son broker ou bien éventuellement en changer. Alors c'est un sujet qui est en lien avec les échanges qu'on a eu dernièrement avec la communauté, donc j'espère que ce petit sujet va vous plaire. On passe au plan juste après le jingle. Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous me rejoignez et également d'activer la petite clochette si vous souhaitez recevoir en fait des notifications sur mes prochaines vidéos. On est parti avec le plan. Alors je vais vous donner en fait quelques nouvelles de la chaîne parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc il me semble cohérent de mettre les nouvelles en premier plutôt que de les mettre en dernier. Et ensuite je vais vous parler donc de 10 conseils pour bien choisir son courtier. On est parti. Alors on démarre avec les nouvelles de la chaîne YouTube. Petite nouveauté donc réflexion, et bien c'est de faire des contenus un petit peu moins réguliers mais qualitatifs, c'est-à-dire de mettre un petit peu moins d'analyse marché tous les samedis et mettre un petit peu plus de vidéos de type tutoriel. Ou bien, si l'actualité vraiment l'exige, je ferai une analyse marché complète. Je pense que je vais en faire une peut-être là dans les prochains jours pour vous redonner un peu les bons niveaux. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais continuer à faire de façon hebdomadaire. Pourquoi? Bien parce que tout simplement c'est du temps que je vais passer à faire cette vidéo. En général, je passe à peu près une bonne demi-journée le samedi en me dépêchant. Et moi, le samedi ou le dimanche, je préfère le passer auprès de ma famille. Donc voilà, je vais juste un petit peu réduire la voilure sur ça. Mais n'ayez crainte, en fait, moi cette chaîne, c'est un petit peu mon bébé. Donc j'ai à cœur de la faire grandir et développer. De faire grandir et développer vous, ma communauté. Donc voilà, ce sera moins fréquent, mais ce sera de toute façon, je continue les contenus sur cette chaîne. Alors en deuxième point également, la newsletter, pareil, en fait la newsletter, vous voyez, j'en envoie très rarement. La dernière que vous avez reçue, c'est un peu pour vous donner des nouvelles et faire le bilan sur le robot de trading. Mais sinon, je traiterai également d'autres sujets, des sujets liés à la bourse, liés à plein de choses différentes. Des sujets qui sont traitables plus facilement en fait par écrit que en vidéo, notamment quand on a des analyses économiques. Très souvent un article vaut mieux qu'une explication sur les graphiques. Voilà, donc il y a des sujets qui vont se répartir entre la chaîne YouTube avec des tutos et la newsletter. Également, je souhaitais vous faire un petit retour sur le séminaire de trading qui a eu lieu donc début juin, qui s'est vraiment super bien passé. Je suis ravi du séminaire, je suis ravi de mes étudiants. Certains étudiants montrent d'excellents résultats pour commencer, et donc pour moi c'est déjà une réussite qu'ils arrivent à se prouver qu'il y a possibilité de faire de bons résultats. C'était un séminaire qui a englobé à la fois le scalping mais également donc le trading en général, donc tout ce qui est day trading et swing trading, et également on a parlé d'approche systématique, d'approche en fait système, puisqu'on a un petit peu ouvert le chapitre du backtesting. Moi c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent, tout ce qui est automatisation donc de stratégie. Donc voilà, c'était une super expérience pour ça. Le robot V3, ceux qui me demandent, qui ne l'ont pas encore, vous pouvez l'acquérir. Alors il est toujours au taquet, dans le sens où il fait des gains. Depuis un an, sur 2022 il fait des gains et effectivement il prend pas des positions tous les jours dans des marchés qui sont compliqués. Il se met un petit peu en veille, et ensuite dès que la volatilité s'estompe, dès qu'on recommence à avoir des beaux mouvements sur le DAX, puisqu'il traite le DAX en 15 minutes, il revient et reprend des positions. Donc on a un mois de juillet en fait historiquement sur la stratégie qui a toujours été difficile. En moyenne c'est un mois qui est perdant. Voilà, mais je trouve que en fait ce mois-ci il se bat bien. Voilà, mais le but c'est pas de vous parler du robot aujourd'hui, donc on fera le bilan à la fin du mois de juillet et je le ferai en fait dans le Discord. Alors un nouvel algorithme est en cours de conception. En fait, dans l'étape de la conception de l'algorithme, j'accorde beaucoup d'importance en fait au live, c'est-à-dire en fait au trading sur compte démo et réel, pour voir en gros si ça se comporte de la même façon sur les deux comptes et si surtout c'est gagnant. Voilà, si la stratégie est ok, si je suis confortable avec les prises de position que l'algo suggère, alors effectivement après cette période de live je pourrais commercialiser cet algorithme. Alors c'est un petit algorithme, le fonctionnement est très simple, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de plus c'est simple mieux c'est, j'ai envie de dire, quand vous faites des algos de trading. Et donc là pour l'instant il est encore en train de tourner donc sur deux actifs qui se ressemblent, qui sont en fait le DAX et le Dow Jones, et voilà, pour l'instant sur le Dow Jones il a l'air de bien se débrouiller, sur le DAX un petit peu moins. Donc je vais lui donner en fait une petite période d'essai de 3 mois, et s'il arrive à bien passer cette période-là sur compte live, et bien je vous proposerai éventuellement cet algo à la commercialisation. Alors là ce sera en fait un algorithme de contre-tendance. Le robot donc intraday graph V3, j'ai oublié là
intraday graph. Lui, c'était en fait un algo de tendance. Là, ce sera un algo de contre-tendance pour voilà, justement donner un petit peu de complémentarité aux utilisateurs du premier algo. Alors on va passer maintenant en fait au cœur du sujet, hein. Je ne vais pas trop vous parler de trading algorithmique aujourd'hui, on va parler donc de broker. Alors avant de commencer à vous donner tous les critères sur comment choisir un bon broker ou comment en fait en changer si éventuellement vous souhaitez changer de broker. Alors je rappelle, on n'a pas tous qu'un seul broker, en général un trader a plusieurs brokers suivant les produits qu'il souhaite trader, pour répartir le risque également, pour mettre sur certains brokers des stratégies, sur d'autres trader manuellement, etc. Donc aujourd'hui là on va commencer d'abord par un chapitre comment le courtier ou le broker se rémunère-t-il. Alors il y a en fait une première approche, c'est via le matching des ordres clients. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu ce terme. Qu'est-ce que c'est que le matching? Le matching, tout simplement, c'est quand un broker prend 10 contrats demandés à un niveau de prix à l'achat, 10 contrats d'un autre client qui souhaite en fait vendre au même prix également, et en fait il les annule, tout simplement. Et pour lui en fait c'est un intérêt énorme, c'est qu'il n'a pas besoin de regarder une contrepartie sur le marché, puisque finalement à l'intérieur de sa plateforme, de son système, de son écosystème, il a en fait un client acheteur, un client vendeur, la même quantité, pouf, ça s'annule. Alors comment il va se rémunérer? Il peut se rémunérer, je ne dis pas que tous les brokers le font, mais certains le font, je ne peux pas vous dire lesquels, je ne suis pas à l'intérieur du système de chaque broker, mais je sais que c'est une pratique. Et bien par exemple si vous avez un acheteur qui veut acheter en fait mettons 10 lots à un prix mettons 3, le broker va le servir à 3,2, d'accord, il va prendre en fait 0,2. Alors ça c'est indépendamment du spread, hein. On va dire que le spread a été payé, mais lui en fait il va le servir un tout petit peu plus loin. Donc il veut acheter donc à 3, il achète 3,2, il voit en fait un vendeur qui veut vendre également à 3, mais au lieu de le faire, de l'exécuter à 3, il va l'exécuter en fait à 2,8. Et l'écart, donc les 0,2 x 2, donc 0,4, c'est le broker qui l'encaisse. Et donc vraiment il gagne sur tous les tableaux, il a encaissé le spread, il a évité une transaction sur le marché, et il a encaissé également ce petit slippage, hein, slippage comme on appelle. Voilà, donc il a fait du matching et il l'a fait à son bénéfice. Encore une fois, tous les brokers ne le font pas, j'en sais rien, moi je sais que ça arrive, même chez des grands brokers, même quand il y a du matching, il y a du slippage, voilà. On renvoie du slippage quand il y a beaucoup de volatilité notamment. Alors le deuxième critère, ça je pense que tout le monde le sait, c'est via le spread du client, c'est-à-dire appliqué au client. Donc c'est l'écart entre le bid et le ask, mais sur les plateformes CFD, c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Et en fait, le courtier se rémunère, c'est la différence entre ce qu'il vous facture versus ce qui lui est facturé quand il va passer finalement cet ordre-là sur le marché, d'accord? Donc encore une fois, tous les brokers ne se financent pas sur le marché. Il y a des brokers qui vont juste transférer l'ordre au marché et facturer une commission, donc ça va faire partie aussi des frais. Mais vous avez des brokers qui font pas ça, qui, comme on l'a dit, font du matching des ordres clients en direct. Donc ça c'est le point 2 sur le spread. Beaucoup de brokers utilisent cette façon-là pour encaisser, pour se rémunérer tout simplement. Vous avez également en fait une sorte de rémunération cachée, on n'en a pas conscience, mais c'est l'absence de paiement des intérêts sur vos dépôts. Donc quand on met de l'argent à la banque, on a un taux d'intérêt, en fait vous mettez ça sur un compte épargne, vous êtes en droit d'être rémunéré pour le dépôt, et bien ça peut être pareil en fait chez certains brokers, vous avez votre dépôt qui est rémunéré. Parfois même c'est le contraire, votre dépôt est taxé, hein. Donc à ce moment-là, si ce dépôt là il est taxé, en fait non seulement vous touchez rien parce que vous mettez de l'argent, vous avez mis 10 000 €, vous touchez rien, et en plus le broker vous demande en fait des fees là-dessus, donc c'est pas très fair. Quatrième point, c'est les commissions que versent les clients pour chaque ordre. Vous allez acheter, vous allez vendre, vous allez payer. Vous n'aurez pas de spread, on va dire broker, vous aurez le vrai spread marché, c'est-à-dire l'écart entre le bid et le ask, tout simplement, et vous allez pouvoir placer des ordres au bid et au ask. Enfin, en prenant des positions spéculatives, alors ça c'est donc sur la base des positions des clients, vous êtes à l'achat, votre statistique, vous êtes perdant à 80%, alors le broker va prendre une position inverse. Alors c'est dangereux de prendre des positions inverses quels que soient les clients, parce que quelquefois c'est pas que le client a tort, le client peut avoir raison pendant 10 minutes, et tort pendant, je sais pas moi, 3 jours, où il a laissé sa position pourrir, et voilà, donc... je sais que effectivement il y a c'est des pratiques qui existent, c'est des pratiques qui sont interdites, frauduleuses, prendre systématiquement la contrepartie, se positionner à l'envers, mais c'est pas si évident que ça, comme je le dis, puisque vous avez en fait la notion de temps
combien de temps en fait le client reste en position, quel est son niveau de stop, etc. Enfin, en étant market maker, eh bien, certains brokers market maker, donc le market maker, pour rappel, hein, ce sont les brokers qui proposent de la liquidité au niveau du prix à un instant T. Donc ils ont de la liquidité, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs contrats à l'achat, à la vente. De ce fait, un trader a la possibilité d'acheter très facilement autant de lot quasiment qu'il souhaite, un trader particulier j'entends. Donc en fait, en étant market maker, eh bien, le broker touche une rémunération puisqu'il va proposer à sa contrepartie, si éventuellement il retransige les ordres à la contrepartie, eh bien, la plateforme interbancaire, la banque, le prime broker va lui reverser en fait des fees, puisque il fournit de la liquidité au marché, il fournit de la valeur ajoutée, donc il va récupérer quand vous êtes maker, quand vous proposez la liquidité. Non seulement vous pouvez des fois payer moins cher, très souvent vous allez juste payer moins cher, mais quand vous faites ça à l'échelle des institutionnels, vous êtes une institution en général, vous recevez de la rémunération, alors pas sur tous les actifs, il faut voir les actifs, mais vous recevez sur certains actifs une rémunération pour le market making. Donc à présent on va regarder en fait quels sont mes conseils pour trouver un bon broker. Alors je vais les lister un par un. Alors le premier critère, peut-être un des plus importants, c'est d'être reconnu par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ou bien par tout autre régulateur certifié, donc certifié par une banque centrale, et éviter éventuellement les paradis fiscaux, parce que même si on prend un pays qui est dans l'Europe, on prend Chypre, c'est pas forcément un très bon conseil. En fait, en gros, tout ce qui est paradis fiscaux, c'est à éviter. Voilà. Donc pour éviter les problèmes avec de l'argent, vous déposez quand même une certaine somme sur le compte de votre broker, donc il faut éviter de prendre des risques par rapport à ce broker s'il est dans un paradis fiscal, et également par rapport au fisc. Voilà. Le deuxième critère, ça va être de regarder si ce broker propose une large variété d'actifs du type action, parce que ça peut être très pratique en fait de traiter par exemple le forex sur un broker qui vous propose de très bons tarifs, et également donc des indices, et puis mettons que vous avez envie d'acheter des actions, vous avez finalement tout sur une seule place financière, chez un seul broker, ça peut être un avantage. Le troisième point, créditer son compte facilement. Des fois chez certains brokers ça peut être un petit peu bizarre, mais on a du mal à créditer, ils demandent parfois plein de validations où c'est pas très clair, et ça d'ailleurs ça m'est arrivé avec un broker américain, alors c'est pas eBay, un autre. J'ai ouvert un compte et puis il m'a fallu, je sais pas, 3 semaines pour comprendre comment verser de l'argent, tellement que c'était compliqué. Également faire un cash out, alors ça c'est logique, si vous arrivez à créditer et pas retirer vos sous, c'est compliqué, c'est pas très fair de sa part, et donc ça vous pouvez voir les retours des clients sur internet, mais peut-être vous pouvez également faire, c'est déposer des sous, retirer une partie des sous et voir en fait la réaction du broker. Donc peut-être immédiatement quand vous allez retirer une partie de la somme, vous allez avoir un appel du broker, qu'est-ce qui se passe? Vous venez de créditer, vous retirez les sous, vous pouvez en fait tout simplement mettre une petite somme, mettez 500 € chez un broker, au bout de 3 semaines vous retirez 50 €, vous regardez, est-ce qu'il va vous demander de retirer plus ou moins, ou est-ce que les petites sommes peuvent être retirées aussi, et puis combien vous allez payer pour retirer. Voilà, normalement chez les bons brokers vous avez peut-être un virement gratuit par mois, ou alors vous allez avoir des très petits frais de commission pour ça. Alors le cinquième point, c'est un spread fixe, parce que vous avez en fait des brokers dont le spread, ils vont vous afficher en fait un spread minimum. Alors c'est super quand il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité, je sais pas, par exemple quand le marché ouvre, il va vous afficher un super spread, mettons 0,1, et puis en fait une heure plus tard vous avez un spread de 4, de 5, en fait ça varie, donc ça c'est vraiment... Alors ça dépend des personnes, vous avez des gens qui vont faire attention au spread, et puis quand il est bas, traiter le marché, et puis quand il est haut, ils arrêtent. Donc comme ça leur permet d'avoir des très bons spreads quand ils le veulent. Moi je préfère en fait avoir des spreads fixes, je sais combien je paye, ça me permet aussi de faire des stratégies automatiques avec des spreads fixes. À mon avis c'est plus facile à gérer. Le sixième point, j'avais mis quoi? Donc facturation au nom des intérêts débiteurs. Alors ça c'est quand vous êtes sur une position où vous avez un encours très important, vous pouvez être facturé chez certains brokers par rapport à cette position. Ils voient que vous avez un latent négatif, normalement il devrait être indifférent à ça, puisque lui normalement il ne doit pas être partie prenante, mais vous avez certains brokers qui sont pas comme ça, et donc pour eux ils peuvent facturer, ou en tout cas utiliser ce prétexte là pour vous ponctionner des fees, encore une fois des frais sur ça. Septième point, possibilité d'utiliser des petits comptes avec un faible capital. Ça c'est très important quand on commence, oui, sans se faire assommer par les frais. Quand on commence, en fait, moi ce que je recommande, c'est vraiment une recommandation de bon sens, c'est de commencer avec des brokers qui tolèrent des petites tailles de position et un petit capital. Pour moi, un petit capital, c'est un capital entre 5 et 10 000 €, enfin en dessous de 10 000 €, c'est un petit capital.
Et donc, tous les brokers ne le tolèrent pas. Vous avez des brokers qui vont nécessiter, pas forcément qui vont demander, mais dont les produits vont nécessiter un capital de 50, 100 000 euros. Sur les vrais futurs, quand vous avez des mini-futurs, des micro-futurs ou macro, demain, j'en sais rien, mais les vrais futurs, c'est pas des mini, et ça nécessite un capital minimum 50 à 100 000 euros. Donc vous n'avez pas toujours la possibilité, et de toute façon c'est pas préconisé, de rentrer sur le marché en trading avec vous avez suivi une formation, mettons, et puis vous mettez 50 000 euros sur la table, et puis vous allez ouvrir un compte chez un broker. Non, là c'est vraiment très dangereux, donc moi je recommande vraiment d'utiliser un broker dont les instruments permettent de traiter des petites sommes et qui ne vous restreint pas au niveau du dépôt à un minimum qui serait trop élevé. Voilà. 8e point, est-ce que vous avez une rémunération ou un paiement à faire, des points de swap? Alors ça c'est quand vous avez une position qui est ouverte plusieurs jours. Quels sont les frais en overnight qui vont vous être facturés? Ça c'est quelque chose, c'est un point à voir. Alors ça dépend de ce que l'on fait, encore une fois. Si on fait du scalping, vous n'avez pas besoin de regarder ce critère-là. Si vous faites du swing trading, je ne sais pas si chez Boursorama ou Saxo Bank ou je sais pas moi, FXCM, j'en sais rien, ou IG, vous allez regarder effectivement ces frais-là en overnight. Alors le 9e point, est-ce que votre dépôt est rémunéré? Alors j'en ai un petit peu parlé précédemment, donc voilà, c'est un point à voir. Est-ce que ça va vous coûter de l'argent ou même peut-être ça va vous rémunérer de laisser l'argent chez votre broker? Normalement, en fait, le broker la plupart des brokers ne vous rémunèrent pas. Pourquoi? Parce que eux, c'est une rémunération en tant que telle. Donc plus vous mettez d'argent, plus ils sont contents, ils se rémunèrent. Vous payez rien. Enfin, ils vous rémunèrent pas non plus. Donc voilà, c'est assez rare. 10e point, donc possibilité de traiter H24 les marchés. Ça c'est bien, c'est important d'avoir en fait un broker qui soit pas ouvert de, je sais pas, de 9h à midi puis de 14h à 18h, mais qui vous laisse en fait une plage de travail suffisamment étendue, grande, pour que vous puissiez en profiter après le travail, le matin tôt, éventuellement en fait, je sais pas, par exemple les week-ends sur la crypto, où vous avez des indices week-end qui sont ouverts, je ne recommande pas de trader ça, ou bien plus généralement quand le marché en fait est fermé, donc vous avez un jour férié, la bourse est fermée, mais vous avez les futurs qui restent ouverts, en tout cas des places de marché qui restent ouvertes chez les brokers. Voilà, donc dans ce 10e point, j'ai également mis la hotline, donc le support, ça c'est très important, vous avez une position ouverte, vous devez pouvoir la fermer. Si vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas de connexion internet, vous n'avez plus d'électricité, il vous reste juste un téléphone, vous devez pouvoir effectuer la fermeture des positions par téléphone, donc avoir un numéro de hotline et des personnes donc dans cette hotline disponible H24 pour traiter votre demande. Le 11e point, alors oui, j'ai triché, il n'y a pas 10 points, 10 points c'était pour le titre de la vidéo. Il y en a un petit peu plus que 10 points, je pense que c'est intéressant de vous les donner plutôt que de me borner en fait aux 10 points. Donc eh bien, la possibilité de placer des ordres au bid ou au ask. Tous les brokers ne le font pas. Par exemple, quand vous êtes sur CFD, vous n'avez pas la possibilité de vous placer au bid ou au ask pour acheter. Or, vous avez sur Futur les deux possibilités pour acheter ou vendre. Vous achetez au bid ou au ask, vous pouvez vendre au bid et au ask. Donc ça, vous n'avez pas la possibilité finalement de vous débarrasser du spread dans certains cas pour être servi soit au bid soit au ask. Mais bon, c'est pas forcément je dirais un inconvénient. Vous avez les market makers, donc type IG, eux vous proposent un spread qui est fixe. Voilà, vous payez le spread quoi qu'il arrive quand vous achetez, vous vendez, mais c'est en soi pas forcément un inconvénient, c'est juste une façon de trader différente, et ça en fait il faut en avoir conscience avant de prendre le broker. Est-ce que vous allez pouvoir faire ce type d'ordre là, oui ou non? Le point numéro 12, est-ce que par exemple le broker vous fournit une plateforme, et est-ce que cette plateforme est-elle conviviale, ergonomique, pratique pour vous? Alors très souvent, là par exemple IG propose une plateforme qui n'est pas la sienne, qui est Pro Realtime, donc il y a un partenariat entre IG et Pro Realtime, et donc vous pouvez en fait bénéficier de la plateforme, non seulement pour faire des analyses techniques, mais également pour passer les ordres. Vous avez d'inclus la passation d'ordre, ce qui se révèle être très pratique. Vous avez également des brokers qui vont vous fournir des outils d'analyse marché, d'analyse technique, ils vont vous sortir des patterns graphiques. Là vous avez une tête-épaule inversée sur tel actif, l'euro-dollar. Vous avez également des flux de news très souvent qui sont proposés avec les brokers, donc ils ont des micro-abonnements auprès de Reuters ou Bloomberg, qui vous permettent d'avoir des flux de news de façon plus simultanée, plus rapide que ce que vous auriez sur Internet, sur des sites d'information généralistes. Parce que sur Internet, on peut tout à fait trouver des sites avec des flux de news plus réguliers. En tout cas, là, c'est déjà inclus dans le prix, normalement, il n'y a pas à rajouter. Ou bien, vous pouvez aussi avoir des brokers qui vous proposent de payer un petit supplément mensuel pour avoir ces flux de news. Le 13e point très important à voir, c'est, ça peut paraître basique, mais tous les brokers ne proposent pas d'avoir des ordres liés. Donc les ordres liés, typiquement, c'est vous avez un stop loss et
un take profit qui sont liés à l'ordre que vous venez d'ouvrir. Donc le système sait quand vous voulez sortir de position, et également des ordres à déclenchement liés. D'accord, vous dites par exemple, bon, vous allez vous coucher, mettez un ordre dans le système, un ordre en fait à déclenchement. Si le marché va à tel niveau, je veux que mon ordre soit déclenché, et je veux tel profit et tel stop loss quand il sera déclenché. Vous voyez, donc ça, sur certaines places de marché, c'est pas possible de le faire. Sur CFD, c'est possible chez certains brokers, mais pas sur tous. 14e point, la possibilité de suivre ses positions via des apps, des applications. Un bon broker, il a très rapidement, en fait, en plus de ses services, il propose des applications sur les planchettes, les tablettes. Planchette, c'est en russe, les tablettes, les téléphones, les smartphones. Donc ça permet effectivement de gérer vos positions de n'importe où, hein. Quand vous êtes sur la plage, quand vous êtes dans un magasin, vous avez cette possibilité-là de gérer, de pouvoir recevoir vos alertes, de gérer les positions. Également d'avoir des notifications par email, très pratique, pour savoir si vous n'avez pas en fait un ordre dans le système qui a traîné, etc. Vous êtes au courant tout de suite, une position a été prise ou clôturée. 16e point, accès des flux de news et d'analyse technique. Alors j'en ai parlé, hein, je pense que c'est un point redondant avec le point 12. Alors le dernier point, le point numéro 17, la possibilité d'avoir donc une API. C'est tout simplement un petit branchement qui vous permet de connecter votre programme. Mettons, si vous écrivez un programme en C#, en Python, que sais-je, ce langage de programmation est universel, et donc vous pouvez le brancher, ces instructions-là, à votre broker via une API. Voilà, donc mettons une API, c'est comme une prise de courant. Et vous arrivez avec votre programme, je sais pas, moi c'est un aspirateur à dollars ou à euros, vous branchez votre aspirateur en fait à la prise de courant. Cette prise de courant s'appelle API. Donc tout simplement une API, bon, pour moi je le dis effectivement c'est important, parce que moi ça me permet aussi de faire du trading algorithmique donc sur diverses plateformes. Donc effectivement s'il y a une API c'est très pratique, ça vous permet non seulement de faire des programmes mais aussi de télécharger les flux. Vous pouvez télécharger les flux de données, vous pouvez les analyser, vous pouvez transiger des ordres via cette API. Donc c'est quand même quelque part un gage de sérieux, en tout cas de sérieux, je dirais pas d'honnêteté de la part du broker. Hein. Moi, comme je le dis à mes élèves, je ne saurais être le garant de n'importe quel broker, en fait de l'honnêteté de n'importe quel broker. Ça, c'est vraiment, je ne peux pas me porter garant pour eux, ni pour ceux dont je parle tous les jours. Hein. Ça, c'est pas... J'en ai absolument aucune idée, je peux juste partager mon expérience. Voilà, mais effectivement, quand il y a une API, c'est quand même, ça prouve qu'il y a une certaine solidité de la part du broker. Donc voilà un petit peu pour les conseils, pour trouver un broker, en tout cas pour évaluer si le broker chez qui vous êtes est un broker sérieux. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, donc pas de coin de news puisqu'on en a parlé. N'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire si vous avez des remarques sur le broker. Alors ne mettez pas les noms des brokers que vous allez recommander, je veux juste éviter de mettre en avant, de mettre en lumière un broker. Donc s'il y a de la pub sur un broker, je vais la supprimer des commentaires, c'est sûr et certain. Donc n'essayez pas, il y a toujours des robots qui mettent des pubs là-dessus, qui mettent des pubs dans mes commentaires, mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me poser n'importe quelle question, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce noir, quelle que soit la direction, ça fait bouger la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.